Merci de nous rejoindre. Troisième partie de cette émission. Ibouba, journaliste politique, Thierno Hamidou Baldé, membre de la cellule de communication de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Alfred Chongo, éditorialiste d'Africa 24, nous accompagne depuis le début de cette émission. Merci messieurs d'être restés sur ce plateau. On va tout de suite passer au grand angle. Le 5e sommet du G5 Sahel s'est tenu ce mardi à Ouagadougou au Burkina Faso puisque c'est au tour du président Roch Marc Christian Kaboré de prendre les rênes de l'organisation pour les 12 prochains mois. C'est donc un Burkina Faso confronté à une crise sécuritaire d'une ampleur inédite qui prend la présidence de la force spéciale antiterroriste regroupant 5 États de la région. La force spéciale G5 Sahel qui, 2 ans après son lancement, peine toujours à se mettre véritablement en place en raison du manque de financement. Reportage au Burkina Faso signé Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, la 5e conférence des chefs d'État du G5 Sahel a refermé ses portes ce mardi 5 février à Ouagadougou. Au terme des travaux, les parties prenantes à la rencontre se sont dites satisfaites des conclusions qui ont permis de raviver leur détermination à poursuivre le combat contre le terrorisme. Les chefs d'État se félicitent des progrès dans l'opérationnalisation de la force conjointe et s'engagent à la rendre pleinement opérationnelle dans les meilleurs délais. Ils réaffirment leur volonté de mobiliser davantage de ressources internes à son profit. Avec 2,4 milliards d'euros enregistrés au titre des intentions de financement de la force conjointe, des actions déterminantes devraient prochainement voir le jour sous le leadership du président Kaboré, nouveau président en exercice de la force. Celles-ci prendront en compte la mise en place d'institutions qui participent à la création d'un environnement propice aux services sociaux de base, toute chose qui permettra de lutter efficacement contre la radicalisation dans les zones frontalières. Malgré la modestie de ses moyens et en quelques années d'existence, le G5 Sahel s'est imposé comme une véritable force et un puissant moyen de lutte contre les menaces sécuritaires multiples. Enfin, pour ce qui est des perspectives, la force conjointe s'active à être en phase avec les défis du moment. D'ores et déjà, elle peut compter avec le Japon, qui lui vient en aide avec une aide financière d'une valeur de 23 millions de dollars US, dont 2,7 millions pour le Burkina Faso. Alors le président Roch Marc Christian Kaboré parle d'une force spéciale qui s'est constituée en une véritable force. Thierno Hamidou Baldé, est-ce que vous tiendrez les mêmes propos quand on sait que les 475 millions de dollars pour 2019, donc un financement nécessaire au fonctionnement de cette force n'a toujours pas été rassemblée et que la force ne fonctionne qu'à 75%, donc des troupes qui manquent cruellement de moyens. Est-ce qu'on peut véritablement dire que la force, ça y est, elle est lancée? Bon, je pense qu'il faut être président et être dans son X pour se réjouir notamment de ces réalisations. Je pense que c'est des réalisations trop maigres. Pour les populations, en tout cas, je ne pense pas qu'elles se sentent en sécurité. Donc si les chefs d'État ils sont contents et qu'ils pensent qu'ils ont réussi leur mission à 75%, c'est eux qui l'ont évalué, on le verra dans le temps. Mais les attaques, notamment au Burkina Faso récemment, montrent que cela n'est pas véritablement une réalité. Notamment les perspectives d'avenir aussi ne sont pas véritablement là. Et quand on voit que les pays qui devraient soutenir cette force-là, la financer, c'est-à-dire la France ou bien d'autres pays, la France a un problème aujourd'hui. Je ne pense pas que le président Macron mettra de l'argent pour le G5 Sahel. Et les États-Unis, on voit que Donald Trump aujourd'hui, avec le contexte, ce n'est pas quelqu'un qui se soucie beaucoup notamment de ces types de problèmes. Et donc le G5 Sahel va continuer encore à souffrir un peu à la recherche de l'argent. Et ils auront des difficultés notamment de défendre ces populations-là. Et très malheureusement, ils sont souvent, la plupart des cas, source de ces problèmes. Et c'est ça le problème. Le plus grand problème, c'est qu'eux-mêmes, ils sont source à cause notamment de problèmes de manque de démocratie chez eux, de manque de réalisation ou de progrès économiques qui vont sortir les populations de la pauvreté. Donc c'est des populations qui sont soumises notamment ou qui sont favorables ou bien en tout cas qui sont susceptibles d'adhérer à des thèses terroristes ou à des thèses djihadistes. Et ça, c'est extrêmement très grave aujourd'hui que ces populations, moi, ce qui me choque, c'est que c'est le peuple, c'est les pauvres qui payent. Et c'est ça qui est un peu dommage, notamment dans cette région,
Et des gens vont peut-être continuer encore à mourir par l'incapacité de ces dirigeants-là ou la mauvaise foi de quitter le pouvoir parce qu'ils ont véritablement échoué. Là, on parle de 475 millions de dollars. On a vu plusieurs bailleurs de fonds qui ont rejoint, en tout cas, ceux qui formulent finalement des promesses pour le financement de cette force. Alfred Thiong'o, est-ce que le problème ne vient pas simplement du mode de financement de cette force G5 Sahel? Encore une fois, on ne parle que de 479 millions de dollars, pour être précis. Avant de répondre à votre question, Zahra, je voudrais m'inscrire totalement en faux contre ce que Tierno vient de dire. Et j'entends que la plupart, les 5 chefs d'État qui sont là ont été élus démocratiquement ou réélus démocratiquement dans leur pays. Que ce soit Roch, Christian Marc Kaboré. Le président Déby est élu démocratiquement? Je dis Roch Marc Christian Kaboré, d'accord. Mahamadou Issoufou au Niger, le président mauritanien qui est en train de quitter le pouvoir. Le cas d'Idriss Déby est à part par rapport aux autres, puisqu'il y a 5 pays justement du front, le Mali. Le président malien a été réélu. Donc, ça c'est 1. 2, peu importe, les conditions ont été très compliquées, les élections ont eu lieu. Vous savez que si on passe notamment à la question de dire que tout est beau parce qu'il est élu, on ne voit pas à la réalité des choses qu'il est mal élu. Je ne vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas. Je ne vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas. Allez-y. D'accord? Bien. Donc il y a déjà ça. Ces chefs d'État se débattent avec de nombreux problèmes à l'intérieur de leur pays. On a vu la devise du G5, c'est sécurité et développement. La question du développement est centrale. Mais toutes ces économies ont été frappées ces dernières années, soit selon les États, mauvaise gestion des finances publiques, le cas du Tchad. On sait ce qu'il en a été de la gestion des fonds du pétrole. Mais pour les autres, il y a l'avènement justement de Boko Haram et l'extension justement de ces terrorismes transfrontaliers qui a bousculé tout et que finalement, le peu des richesses de la plupart de ces États sont consacrés... Les États qui ont tardé à réagir. Exactement, absolument, mais à consacrer leurs fonds à la question de la sécurité, à la question militaire. Maintenant, la mobilisation des fonds. Aujourd'hui, sur les 475, on en est à peu près 300 millions qui ont été déployés. Les États-Unis, par le secrétariat d'État, ont dit qui préfèrent traiter en bilatéral et que donc ils soutiendraient le Niger pour financer le système de sécurité au niveau du Niger. La France est déjà présente. L'Allemagne a décidé d'envoyer aussi des troupes, c'est-à-dire que petit à petit, on est en train de réunir les moyens, et ça tarde à venir, bien sûr, parce que les économies aussi des financeurs connaissent des problèmes. Donc, moi, je ne désespère pas. C'est vrai qu'on peut déplorer les morts qu'il y a chaque jour, chaque semaine. On entend au Burkina Faso, ou bien au Mali, ou bien au Niger, on peut le déplorer. Mais des efforts sont faits. À un certain moment, il faut quand même qu'on soit un peu conséquent. C'est-à-dire, les efforts que nous sommes souvent très critiques vis-à-vis de nos chefs d'État, mais quand ils font des efforts, avec les moyens dont ils disposent, il faut le saluer aussi. Alors, quand même, la veille même de ce sommet, un nouvel attentat a été perpétré au Burkina Faso, avec des attentats. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un attentat ou au Burkina Faso ou au Mali. Donc, est-ce qu'on peut véritablement dire que les efforts sont en train d'être faits? Ibouba. Moi, j'ai une autre lecture de la situation, franchement. Parce que je crois qu'on doit... on parle de G5 du Sahel. C'est vrai, concocté par 5 pays africains, le Tchad, la Mauritanie, le Burkina Faso et puis le Mali et le Niger. Le Mali et le Niger. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un grand problème qui se pose. C'est surtout, ils ont pour but surtout donc, de gérer la situation économique et sécuritaire donc, de la zone surtout. Mais aujourd'hui, on sent que donc, sur le plan de la sécurité, tout est bâillonné, ils sont fouillés
fouettés par une très grande crise. Donc c'est une crise qui ne dit pas son nom, puisqu'ils n'ont pas assez de moyens effectivement pour faire face à la présence de ce qui s'impose à eux, notamment donc, ces djihadistes qui les imposent le rythme, et ils ne sont pas assez soutenus financièrement donc, pour pouvoir faire face donc, à cette situation. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement économique et sécuritaire si, toutefois, de développement plutôt économique s'il n'y a pas de sécurité. Nous savons qu'ils n'ont pas tellement de moyens si ce n'est pas la force Barkhane. Et vous avez parlé effectivement donc, du Japon aussi qui a voulu quand même s'infiltrer cette année, à apporter son soutien. Attendons de voir tout cela. Mais je crois qu'aujourd'hui, au-delà de cela, il doit y avoir un dépassement du G5. Puisque, alors c'est exactement la question que j'allais poser. Ouais. Est-ce que ce n'est pas un problème de stratégie? Pourquoi le G5? Pourquoi ne pas étendre cette force vers le Nigeria, vers le Cameroun, vers le Soudan? Parce que tous ces gens-là, tous ces gens qui sont approximatifs, donc qui vivent approximativement donc, de ces pays du G5, peuvent flirter avec cette maisance, c'est-à-dire que peuvent entrer dans ce jeu, forcément, qu'ils le veillent ou pas. Donc je crois qu'il est temps aujourd'hui pour l'Union africaine de prendre donc, une grande décision et de savoir réellement, de peser. Est-ce que ce G5-là peut faire face à la situation actuelle? Ce G5-là, est-ce qu'il a le poids politique, économique à faire face aux enjeux qui tapent à sa porte? C'est vrai, cette question se pose justement de la mutualisation des moyens entre... Alors, la création du G5 répond à un besoin spécifique par rapport à la situation de ces pays du front entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, et puis dans cette bande où effectivement depuis l'éclatement de la Libye prolifère justement alors effectivement ces mêmes pays se retrouvent aussi au front contre Boko Haram, c'est-à-dire que le Cameroun, le Nigeria aussi sont dans ce regroupement qui s'est retrouvé à Paris il y a quelques années, 2015 si ma mémoire est bonne, pour dire effectivement au fond Boko Haram c'est transfrontalier comme les autres djihadistes, et que donc il faut effectivement mettre en avant les pays du front et en même temps ceux qui sont un peu dans l'environnement immédiat comme le Nigeria et puis le Cameroun. Donc, parce que les problématiques sont connexes. Et c'est vrai que les pays du Sahel, c'est très spécifique, évidemment, parce que, outre les problèmes climatiques, sécheresse, tout ce que l'on veut, les difficultés qui font que, économiquement, ils sont faibles, font que même l'Union africaine, même en mobilisant les moyens, n'est pas capable d'apporter le supplément ou le complément. L'Union africaine qui cherche elle-même c'est ça, exactement. son financement à l'extérieur. Tout à fait, oui. C'est-à-dire que moi, je ne dédouane pas, c'est-à-dire que si on reste simplement derrière la capacité de cette force, on prévoit simplement 5 000 hommes qui sont incapables aujourd'hui de mettre en place, c'est-à-dire il équipe de 5 000 hommes pour notamment intervenir dans cette zone-là, d'une superficie d'environ plus de 3 millions de kilomètres carrés. C'est extrêmement très énorme. Donc 5 000 hommes, ils sont incapables de les mobiliser. Et je ne perçois pas simplement cette question ou la résolution de ce conflit-là par la question militaire. Je pense qu'il faut aller au-delà. L'illégitimité de plusieurs chefs d'État dans cette région, qui ne répondent pas notamment, ou qui, en tout cas, qui ne peuvent en aucun cas faire adhérer aux populations leur politique. Et ça se voit aujourd'hui. Mais lesquels sont illégitimes? Parce que c'est facile de dire des chefs d'État qui sont illégitimes. Ce sont eux qui sont là. Lesquels? Il faudrait connaître quelqu'un avec qui discuter au moins. Exactement. Dites-le quels sont les chefs d'État qui sont illégitimes. Alors, si j'ai bien compris, Thierno Hamidou Baldé, c'est de dire que finalement, il y a certains États, et peut-être que... Mais il faut les citer. C'est vrai qu'ils ne mettent pas suffisamment une politique afin... Non, moi j'ai cité les 5 pays et j'ai dit que Idriss Déby a un problème au Tchad. Mais les autres chefs d'État ont été élus normalement ou réélus. Bon, alors, ce qui est certain, c'est que c'était à l'issue de l'élection. Je ne sais pas de l'élection. C'est pas Alpha Condé. Non, je dis simplement, je ne sais pas quelle est votre perception ou la nature d'appréciation des élections. Je ne rentre pas dans ce débat. Je dis la réalité est telle que... Mais laquelle?
Laissez-moi aller. Alors, en tout cas, la plupart des chefs de ces chefs d'État-là ont été élus à l'issue d'élections contestées. Voilà, maintenant, on peut poursuivre le débat. Qu'ils soient contestés ou validés après par les cours constitutionnels qui font le jeu du pouvoir, ça c'est autre chose. Mais je dis simplement, au Mali, aujourd'hui, il y a un problème notamment du cas du président malien qui n'arrive pas à réconcilier sa nation. Ça, c'est un problème extrêmement important. Il y a le cas du Tchad, aujourd'hui, qui est un problème extrêmement important où le président Idriss Déby est contesté par plusieurs localités ou en tout cas qui, dans sa vision politique ou dans sa gouvernance démocratique, ça pose problème en termes de démocratie. Absolument. Il y a le cas de la Mauritanie. La Mauritanie n'est pas un État, une référence en démocratie. Je ne rentre pas dans les questions en profondeur. Mais il y a des problèmes extrêmement très énormes au niveau aussi de la Mauritanie. Donc tout cela, qu'on donne de l'argent à ces présidents-là, qui sont incapables ou souvent qui font des mauvaises gouvernances politiques et économiques, qu'on les donne de l'argent, ça ne va pas résoudre des problèmes. Il faudrait que la communauté internationale arrive à faire de la promotion de la démocratie en Afrique quelque chose d'extrêmement important. Tant qu'on va ignorer les valeurs démocratiques dans ce pays-là et qu'on continuera à s'appuyer sur des présidents illégitimes, mais comme ils sont illégitimes, ils sont reconnus, oui, on va travailler avec lui, vous allez travailler avec lui. Mais la naissance des conflits, ce sont les populations. Aujourd'hui, ces populations d'Israël sont des populations qui sont susceptibles d'adhérer à des thèses djihadistes. Et tant qu'on va continuer à intervenir au Mali, tuer 2 ou 5 djihadistes, demain il y aura 20 ou 40 djihadistes qui vont continuer à mener le combat. Malheureusement, c'est ça la réalité. Donc, une question qu'on aura à l'occasion, effectivement. Est-ce que ces présidents-là, ces chefs d'État-là, sont à même d'impulser une nouvelle politique, notamment sécuritaire, dans la mesure où voilà, ce sont des présidents attendus sur ces questions-là depuis, certains depuis une trentaine d'années. Effectivement, c'est une question qui se pose. C'est un défi qu'ils ont à relever. C'est un défi parce que ce sont eux qui sont là comme présidents. En fait, il faudrait qu'il y ait un interlocuteur. C'est qu'il y a un cas plus profond que ça dans ce problème donc, du G5. Moi, à ma vision des choses, je crois qu'aujourd'hui, le G5 n'est pas capable de gérer la situation qui s'impose à elle. Ce n'est pas possible. Il faudrait qu'il y ait une force environnementale, notamment africaine, qui doit pouvoir quand même s'impliquer et soutenir. Je voudrais vous dire qu'il y a la force d'opéralisation de l'Afrique qui a été décidée, ça fait des années que ça n'aura jamais peut-être le jour. Mais vous savez, dès qu'il y a cette division-là qu'on sous-entend, dès qu'il y a cette division qu'on sous-entend, on aura toujours des problèmes. Il va falloir avoir une unité, une union africaine, et par rapport aux Africains qui savent que c'est un problème africain, que tout le monde puisse mettre la main dans le sac afin de pouvoir faire face donc, à pouvoir gérer plutôt cette situation-là. Parce que nous sentons que ces G5-là, ces cinq pays ne sont pas capables de gérer la situation politique, économique qui s'impose. Ils sont à la source de plusieurs problèmes. Oui, bien sûr. Voilà. Ils s'imposent vraiment. Donc ils ne sont pas la solution. Alors, vous vous rejoignez, très bien. Merci beaucoup à tous les trois. On aura bien sûr l'occasion de revenir sur ce sujet dans le cadre de nos prochaines émissions. Un grand merci à vous, Thierno Hamidou Baldé. Je rappelle que vous êtes membre de la cellule de communication de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Merci à vous également, Ibouba. Je rappelle que vous êtes journaliste politique. Un grand merci à vous également, Alfred Chongo, éditorialiste d'Africa 24. Merci Zahra, et puis à mes très chères téléspectatrices. Merci de leur accueil bienveillant. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain vendredi. Très belle soirée.